Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à interagir avec le chat pour me confirmer que tout fonctionne de votre côté. Bonjour Morgane. Bonjour Vanessa. Bonjour Cédric. Bonjour Ghislaine, bonjour Youssouf. Bonjour Caroline, bonjour Rémi, bonjour Alexandra. On est très nombreux aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et si ça a été le cas, vous avez pu vous reposer si vous n'avez pas pu prendre de vacances. On va laisser les gens tranquillement se connecter. Ce qu'on va faire pendant ce temps, c'est que je vais me présenter. Ça sera peut-être, ça va faire venir les gens petit à petit. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Geoffrey Daigné. Je suis donc chef de mission et créateur de contenu pour le cabinet Ça compte pour moi. Donc pour ce webinaire aujourd'hui, vous l'avez très bien vu quand vous êtes inscrit, on va parler d'un sujet qui est hyper important et notamment c'est une des questions qui revient le plus souvent, je pense, sur le tapis avec mes clients, tous nos clients même de manière générale, c'est au niveau des dépenses, quelles dépenses je peux faire passer sur ma société, parce que justement, bon, on le verra juste après sur l'enjeu de faire passer ces dépenses sur sa boîte, il y a un enjeu fiscal forcément parce que vous allez pouvoir faire passer des dépenses qui vont faire baisser votre résultat fiscal. Donc voilà, ça va être de poser un peu le cadre, savoir pourquoi c'est intéressant. Je vais essayer de vous lister l'ensemble des dépenses qui existent, les catégories en tout cas. Vous allez voir, on va faire un petit programme tous ensemble. Bonjour à tous, je vois que tout le monde se connecte. Alors déjà, pour vous poser un peu le cadre, on va être ensemble pendant à peu près 1 heure, grand maximum, je pense, avec les questions, ça risque d'arriver jusqu'à midi. Vu qu'on est assez nombreux aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de poser uniquement vos questions dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite et non pas dans le chat pour que je puisse m'y retrouver plus facilement, parce que vu que je suis tout seul aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus complexe. Et au moins qu'on puisse s'organiser tranquillement. Je me permettrai d'y répondre peut-être au fur et à mesure ou plutôt à la fin. Je vais voir ça fonctionne, comment on avance tous ensemble. Et puis voilà. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée en plus. Voilà la maladie pour cette rentrée. Avant de commencer le sujet qui va tous vous intéresser, on va basculer donc déjà sur une petite présentation en fait de notre cabinet. En fait, voilà, pour vous présenter, donc je travaille au sein du cabinet Ça compte pour moi. Donc on est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Donc on fait exactement les mêmes missions qu'un cabinet d'expertise comptable classique, sauf qu'on le fait de manière 100% dématérialisée. Alors, 5% dématérialisé, j'insiste quand même qu'aujourd'hui, on est plus de 90. Donc, 90 talents, voire quasiment 100 sur Toulouse. Donc, ça doit s'entendre peut-être au niveau de l'accent. Mais en fait, on est tous basés à Toulouse. Et en fait, on accompagne au quotidien, donc quasiment plus de 4500 clients. Donc, ça, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est que ça se ressent en fait au niveau de notre accompagnement à travers donc 2 choses. C'est déjà qu'on est ISO 9001, c'est qu'on a été certifié par un cabinet d'audit, donc ça nous fait plaisir. Et ça se ressent aussi au niveau de la note. Vous pouvez voir sur Google, sur votre Trustpilot, on a une super bonne note qui atteint même 4,9. Et aujourd'hui, on a un cabinet d'expertise comptable qui a plus de 10 ans, et ce qui fait qu'on a une certaine expertise maintenant du fait qu'on a accompagné 4500 clients. Bon, on accompagne aujourd'hui plus de 4500 clients, mais on a réalisé des dizaines de milliers de bilans, et on accompagne nos clients également à travers donc, des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi à travers des fiches conseils qu'on peut envoyer, à travers du contenu sur les blogs, sur les réseaux. Donc voilà, on a fait quand même tout un écosystème pour pouvoir accompagner les entrepreneurs et pas qu'ils se retrouvent tout seuls face à ces multitudes de questions, et notamment celles qu'on va traiter aujourd'hui. Chose supplémentaire, je vais vous présenter très rapidement aussi notre groupe, parce que Ça compte pour moi, on fait partie d'un groupe d'expertise comptable qui s'appelle le groupe CF. Donc le groupe CF qui est un cabinet d'expertise comptable classique, qui a plus de 40 ans donc du coup d'expérience. Et nous, on est la branche 100% dématérialisée. C'est-à-dire que nous, on a en capacité d'accompagner en fait nos clients partout en France, bien qu'on est basé à Toulouse, grâce à nos outils digitaux et notre accompagnement quotidien. On se détache notamment de certaines prestataires autres qui sont concurrents ou peu importe, mais parce que justement, nous, on accentue vraiment l'accompagnement humain. C'est-à-dire que si vous êtes chez Ça compte pour moi, en fait, vous avez un accompagnement par un comptable qui va vous accompagner. En fait, c'est vraiment un comptable dédié. Il n'y a pas de chatbot, il n'y a rien de tout ça. Nous, vraiment, c'est un accompagnement personnalisé dont on met un point d'honneur dessus.
Mais ça compte pour moi, ce n'est pas uniquement un cabinet d'expertise comptable, c'est aussi donc un pôle juridique en interne et un pôle paye. Si jamais vous devez vous rémunérer ou créer des sociétés, enfin, peu importe, nous, on est capable de vous accompagner sur ça, mais pas que, parce que grâce au groupe CF, on est capable de vous accompagner sur d'autres problématiques, donc notamment sur la gestion privée avec CF Gestion Privée pour tout ce qui va être, donc, on va dire, placement d'argent, placement de trésorerie, ça va être audit de retraite, ça va être sur des contrats de prévoyance, ça va être aussi sur des montages un peu plus complexes pour optimiser en fait la rémunération du dirigeant. Enfin, voilà, tout ça, ça va être sur la branche gestion privée. On a un cabinet d'avocats aussi, on a la corporate finance pour tout ce qui va être levée de fonds, croissance externe. On va avoir un pôle advisory aussi pour du management stratégique et aussi un cabinet d'audit. Enfin bref, on est capable de vous accompagner vraiment sur une offre qu'on appelle 360 parce que vous n'avez même pas besoin en fait, d'aller voir ailleurs. En fait, vous avez juste besoin de nous sonder en fait, sur les besoins que vous avez et nous, on est en capacité en tout cas de vous diriger vers la bonne personne avec aussi de la fluidité parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler ensemble. On fait partie du même groupe. Enfin voilà, c'est pour vraiment vous cadrer un petit peu qui est 50 pour moi et qui on est à travers notre groupe qui est assez grand aujourd'hui. Le but de ce webinaire, voilà, justement, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, c'est vous donner le cadre légal, vraiment, des dépenses, connaître les limites, bien entendu, tout en optimisant mieux vos dépenses qui sont nécessaires à votre entreprise et son imposition. Vous l'avez vu dans le titre de ce webinaire, c'est vraiment quelles dépenses faire passer pour baisser intelligemment son impôt. Je vais mettre un point d'honneur dessus parce que justement, le but n'est pas de faire passer des dépenses pour faire passer des dépenses parce que ça ne sert à rien si ce n'est que baisser un peu votre imposition fiscale parce que ça va avoir un impact en fait, sur votre trésorerie. Bon, ça, on va le voir aussi juste après. Pour vous donner un peu plus de visibilité sur ce qu'on va évoquer aujourd'hui, voici le sommaire. Donc déjà, on va commencer sur pourquoi faire passer ces charges pro sur la société, pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant surtout, et quelles sont donc les conditions de fond et de forme à respecter pour faire passer ces dépenses-là, pour éviter les pièges, parce que justement, il y en a quelques-uns. Et on va lister les différentes catégories de dépenses. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Et on va rentrer sur certains, on va dire, cas concrets, des astuces, et notamment sur certains, on va dire, postes de dépenses clés, qui sont notamment les dépenses de déplacement, de repas, de télétravail, des cadeaux, comment ça se passe. Enfin, voilà, tout ça, on va essayer de voir comment ça s'articule. Et on va faire un petit jeu pour voir si vous avez bien retenu un peu le système. Donc, pro, est-ce que c'est une dépense pro? Est-ce que c'est une dépense perso? Je vais vous mettre plusieurs cas. On va le voir ça aussi ensemble. C'est très rapide. Vous allez voir, c'est assez ludique pour que vous puissiez tous comprendre. Et à la fin, je vous donnerai en plus quelques astuces qui sont hyper importantes. Vous allez voir, ça va être du bonus de dépenses en fait, qui pourraient être considérées comme perso, mais qui sont acceptées légalement et qui vous pouvez faire passer en toute légalité sur votre société. Donc ça, on le verra tout à la fin. Je réponds peut-être à une question qui a été posée, je ne sais pas si c'est celle-ci. Il y aura un replay, justement qui sera envoyé, notamment si jamais vous avez un imprévu ou si vous êtes en retard, vous avez raté un morceau, ne vous inquiétez pas, vous aurez un replay à la fin de cette présentation. Donc oui, je réponds un peu à votre réponse, Pascal. Aurons-nous un PowerPoint par mail? Alors, vous n'aurez pas le PowerPoint, mais par contre, vous aurez le replay avec toutes mes explications, donc en direct sur chacune des slides. Voilà. Je pense que tout le monde est arrivé. On va pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet. Commençons donc. Quel est l'intérêt vraiment de faire passer ses charges pro sur sa société? Déjà, pour vraiment illustrer le cas, c'est imaginons que vous avez envie d'acheter un ordinateur. Vous avez besoin d'un ordinateur pour votre société. Pour travailler, vous avez besoin d'un ordi. Et prenons le cas d'un ordinateur à 600 € TTC pour exercer votre activité. Et si je vous disais que cet ordinateur de 600 € pourrait vous revenir à 1080 € si vous ne le faites pas passer par la société. Vous allez vous demander sûrement pourquoi cette hausse de prix. Pour la simple et bonne raison que déjà, si vous avez besoin d'un ordinateur et que vous avez besoin de 600 € pour le financer, c'est que vous allez devoir sortir 600 € de votre société pour justement le financer, forcément. Ça, c'est si vous l'achetez en perso, je parle. Si vous avez besoin d'un ordinateur pour votre société, mais que vous l'achetez en perso et que vous sortez l'argent de la société, il y a forcément fiscalité et il y a forcément URSSAF qui pointe le bout de son nez. Donc, si vous êtes en SASU, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, en SASU, quand vous sortez 600 € de rémunération avec un bulletin de salaire, ça vous sort en fait 80% à peu près d'URSSAF. Et là, 1080 €, je parle à peu près, et c'est sans fiscalité. Donc, en plus, ces 600 €, ça va vous rajouter de la fiscalité, parce qu'à titre perso, vous allez devoir déclarer ces 600 € de rémunération. Donc, ça va vous coûter encore plus cher. Donc, en fait, voilà, vous prenez 600 €, vous le tirez de la société pour vous payer un ordinateur.
même si c'est pour la société, ben, en fait, ça va vous revenir hyper cher. Tandis que si vous le faites passer par la société, ben, cet ordinateur ne va pas vous coûter 600 €, il va vous coûter 375 €. Et là aussi, je vais vous expliquer pour les 3 raisons. C'est que déjà, vous allez pouvoir récupérer la TVA sur chaque facture quasiment, notamment si vous achetez en France, vous achetez un ordinateur 600 € TTC, si vous l'achetez à la FNAC par exemple, ben, vous allez avoir de la TVA, notamment sur cette TVA, ben, elle est récupérable parce qu'en gros, vous avez dit, vous allez payer de la TVA et cette TVA-là, vous allez pouvoir dire à l'État, mais en fait, j'ai payé de la TVA sur des achats, j'exige en fait son remboursement. Soit vous allez avoir le remboursement, soit vous allez pouvoir l'imputer sur la TVA que vous collectez sur vos ventes. Donc ça, j'ai fait un webinaire notamment sur la TVA, sur le sujet, parce que c'est un sujet un peu complexe quand même pour essayer de comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ordinateur, sur les 600 € TTC, vous allez avoir 20% de TVA. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire qu'il y aura 500 € hors taxe d'ordinateur et vous allez récupérer 100 € de TVA. 100 € de TVA sur les 600 €. Donc déjà, ça, c'est gagné. Deuxième raison, c'est que ça va baisser votre impôt sur les sociétés. Donc la plupart, peut-être que vous êtes à l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu. Là, je prends le cas d'exemple d'impôt sur les sociétés. C'est, imaginons que vous êtes imposé donc, sur les sociétés. Vous avez un taux d'imposition qui varie entre 15 et 25%. 15 et 25% selon le bénéfice que vous faites. Donc là, j'ai pris l'hypothèse d'un taux d'IS à 25%. Ben là, vous allez économiser 125 € d'IS sur l'achat de l'ordinateur. Parce qu'en gros, cette dépense-là, elle va être amortie. En fait, vous allez le faire passer sur votre société. Votre société, ça va créer de la charge. Et cette charge-là, donc, va faire baisser votre assiette taxable, ce qui va être taxé à l'impôt sur les sociétés. Donc, du coup, si on fait 600 € TTC, moins la TVA que vous allez récupérer, moins cette économie d'IS, en réalité, en fait, votre ordinateur ne va vous coûter que 375 €. Voilà, c'est pourquoi l'intérêt de faire passer une charge sur une société, parce que ça vous évite déjà de sortir l'argent de la société via une rémunération qui vous entraîne donc des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, alors qu'on peut le faire passer directement par la boîte. Là, c'est pour du coup vous donner l'intérêt. On va passer vraiment sur quelles sont les conditions de fond et de forme à respecter, parce que ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment un peu la question que vous allez devoir vous poser à chaque fois lorsque vous allez faire un achat pour votre société. C'est déjà qu'il y a 2 types de conditions à respecter, donc les conditions de fond et les conditions de forme. Si vous respectez l'ensemble des conditions, vous allez pouvoir déterminer que la dépense peut passer par la société ou alors ne pas passer parce qu'elle ne respecte pas l'ensemble des conditions. On va le voir juste après. Vous allez voir, c'est très, très simple. Et c'est de la logique. De toute façon, quelles sont les conditions? Déjà, les conditions de forme, c'est que la dépense soit engagée dans l'intérêt direct de l'activité. Si la société n'a aucun intérêt à faire passer la dépense parce que ça ne va pas faire croître l'activité, ça ne va pas… En fait, il faut voir la société comme une autre personne. Est-ce que lorsque vous allez acheter, par exemple, cet ordinateur-là, ça va avoir un réel intérêt pour, par exemple, l'usage de votre activité? Est-ce que votre société va être gagnante via cette dépense-là? Donc, en l'occurrence, si vous avez un ordinateur, vous avez besoin d'un ordinateur et que vous n'en avez pas, et que cet ordinateur, vous allez l'utiliser pour faire des traitements de mail, envoi de commande, peu importe, forcément, l'intérêt, il est tout trouvé. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc là, la première condition serait respectée. La deuxième, c'est se rattacher à une gestion normale. La gestion normale, je m'entends, c'est-à-dire que ça ne doit pas être décorrélé complètement en fait, de l'activité que vous faites. Donc, imaginons, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, hein, mais vous venez tout juste, vous avez commencé votre activité depuis 2 ans. Vous faites une dépense immense, en fait, qui certes peut avoir un intérêt pour la société, mais par contre qui ne se rattache pas du tout à une gestion normale parce qu'en fait, ça va mettre totalement en difficulté votre société. Donc là, en l'occurrence, la condition de fond, en fait, n'est pas du tout respectée parce qu'en fait, l'intérêt de l'activité, certes, sur la base, peut-être qu'il y a un intérêt, pour autant, ça va mettre en difficulté la société. Donc, en fait, vous n'allez pas respecter la seconde condition de fond. Donc, en gros, la charge, en fait, ne serait pas acceptée. La troisième, c'est qu'elle ne doit pas être plutôt une dépense expressément non déductible. Ça, on va le voir juste après dans les catégories de dépenses. Vous allez voir, il y a certaines catégories certaines dépenses qui sont interdites par la loi, tout simplement. Peu importe, en fait, c'est interdit par la loi. On va le voir, il y a quelques nuances qu'elle m'a apportées, mais elle ne doit pas faire partie de cette liste-là. Donc, en gros, déjà, si vous respectez ces 3 conditions, déjà, vous avez rempli les conditions de fond. Et là, au moins, on est tranquille.
Pour les conditions de forme, c'est simple. J'imagine que si vous êtes déjà accompagné par un expert comptable ou alors si vous envisagez de l'être, vous avez sûrement déjà entendu parler de factures. Et les factures, c'est tout simplement le justificatif qui va permettre de dire, en gros, cette dépense-là, je l'ai engagée pour la société. Voici la facture, ça justifie. Donc la facture, très important, votre comptable sûrement a dû vous le répéter, mais la facture doit bien être au nom de l'entreprise ou de la société. Là, c'est hyper important de le mettre au nom de la facture, au nom de la société. Pourquoi? Parce que si elle est à votre nom personnel, le fisc, si on vous contrôle un jour, en gros, il va vous dire, vous avez fait cette dépense-là, très bien, vous l'avez payée par la société, d'accord, je veux bien la facture, mais je ne comprends pas, la facture est à votre nom. Ça veut dire que c'est vous qui l'avez achetée, ce n'est pas votre société. Donc, en gros, c'est ce pourquoi c'est hyper important que vous devez avoir un justificatif bien au nom de la boîte. Alors, des fois, vous ne pouvez pas l'avoir. Par exemple, un ticket de resto. Un ticket de resto, vous payez, vous invitez des prospects en fait, à table. Vous n'allez pas avoir une facture au nom de la société. Par contre, ce que vous allez devoir faire, c'est de mettre au dos, en fait, le nom des personnes qui vous a accompagné durant ce dîner pour pouvoir justifier le caractère en fait, du repas professionnel, le caractère professionnel. Donc, en fait, ça, on va le voir après sur les différentes dépenses aussi par la suite, quelles sont les conditions à respecter pour chaque catégorie de dépenses, parce que des fois, il y a des conditions complémentaires. Mais en fait, ce qu'il faut vous reteniez, c'est vraiment avoir une facture, pas un reçu de CB, parce que des fois, on nous donne des petits reçus de CB, juste comme quoi vous avez payé, je ne sais pas, 50 € pour telle chose. Il n'y a pas de TVA dessus, il n'y a rien qui est mentionné, il n'y a pas le nom de l'expéditeur, il n'y a pas le nom du destinataire, il n'y a rien dessus sur ces petits justificatifs-là. Donc là, c'est vraiment pas un justificatif, il faut vraiment avoir une facture, c'est hyper important. Et la dernière condition de forme, c'est qu'elle doit être comptabilisée dans le bon exercice comptable. C'est-à-dire que si vous avez une facture de 2025, il faut absolument la faire passer sur 2025. Nous, malheureusement, en tant que comptable, on ne peut pas faire passer des factures qui sont de 2024-2023. Dire, j'ai oublié telle facture, est-ce que vous pouvez le faire passer sur la société? Malheureusement, ça, nous, on ne peut pas, parce qu'en fait, le fisc ne va pas accepter. Ou alors, il va falloir refaire le bilan 2024-2023. Enfin, si c'est une petite facture, ça ne vaut pas du tout le coup. Donc, en fait, tant pis, malheureusement, c'est perdu. C'est ce pourquoi, en fait, justement, avoir une gestion rigoureuse en fait, de ces justificatifs, c'est vraiment, je pense, un des points clés de la gestion, de votre gestion d'entreprise, tout simplement. Si vous arrivez à maîtriser, à avoir une petite routine en fait, administrative et que vous avez tous les justificatifs, c'est, je pense, un point qui va vous permettre déjà de bien vous défendre si jamais vous avez un contrôle. Si vous avez l'exhaustivité de vos justificatifs qui vont... C'est ça, vous avez un mouvement bancaire, vous avez une facture qui va le justifier à chaque fois. Si vous êtes en mesure de tout pouvoir justifier, en fait, vous risquez très peu, en tout cas, de vous faire retoquer par l'administration fiscale sur ce volet-là, en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce volet-là. Alors, quel risque en cas de non-respect? C'est-à-dire que si vous faites passer une dépense sur la société, mais que malheureusement, elle ne respecte ni les conditions de forme, ni les conditions de fond, en gros, l'administration fiscale, en tant que contrôle, elle va vous dire, cette dépense-là, elle n'a rien à faire dans la société. Ils vont requalifier la dépense comme une dépense personnelle et dire que ce n'est pas la société qui devait la payer, c'était vous. Et donc, forcément, ça veut dire que vous, si c'était vous qui devez payer, la dépense alors que c'était la société, ça veut dire que vous devez de l'argent à la société. Donc, forcément, en fonction de ce qu'on appelle le compte courant associé, c'est-à-dire on va dire le récapitulatif de ce que vous devez à votre société ou ce que la société vous doit, il ne faut pas devenir ce qu'on appelle compte courant d'associé débiteur. C'est-à-dire que vous, en aucun moment, en fait, vous devez être débiteur de votre société. C'est-à-dire que vous devez de l'argent à votre société. Le cas inverse, que la société vous doit de l'argent, ça, il n'y a pas de souci parce que vous avez fait des avances au début, notamment lors de la création, parce que vous avez avancé des choses à titre avec votre carte perso et que c'était la société qui devait le payer. Dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Par contre, dans l'autre sens, c'est un peu plus problématique. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez avancé 1 000 € à votre société au tout début pour justement financer les premiers investissements. OK, pas de souci, la société vous doit 1 000 €. Si par contre, vous avez fait passer 1 200 € de dépenses personnelles sur la société, alors que c'est des dépenses que vous aurez dû vous acquitter à titre perso parce que ça n'a rien à voir avec l'intérêt de la société, ça veut dire que vous devez 200 € à la société, vous êtes sur un compte courant d'associé débiteur et malheureusement, c'est interdit par la loi. Et ça, c'est ce qu'on appelle, après, vous pouvez avoir... Voilà, le but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est juste de vous poser, en fait, qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Après, pour qu'il y ait des risques d'abus de biens sociaux, il faut vraiment que vous dépassez des montants quand même assez importants et que vraiment, il y a un intérêt de mettre en difficulté la société et que vous avez abusé, en fait, totalement de la société, de son caractère, on va dire, professionnel pour faire passer des dépenses personnelles. Donc ça, c'est le premier cas. Le second, c'est le paiement de l'impôt supplémentaire.
vous avez fait passer des dépenses, ça vous a fait, comme je dis, baisser votre assiette fiscale, vous avez payé moins d'impôts sur les sociétés. Ben, l'administration fiscale, si elle n'accepte pas cette dépense-là, ben, elle va vous demander de rembourser. Donc là, forcément, vous allez avoir donc paiement d'impôts supplémentaires, intérêt de retard, et en plus, vous pouvez avoir des pénalités selon le caractère volontaire ou non. Bref, en fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut coûter très cher. Donc, vous n'avez aucun intérêt, en gros, justement, à faire passer des dépenses personnelles par la boîte. Je vois venir déjà peut-être la question sur le sujet-là. J'ai beaucoup de clients qui sont hyper paniqués. J'ai fait une erreur, j'ai payé avec la carte de la société par erreur, du coup, une dépense personnelle. Comment je peux faire? J'ai beaucoup de clients qui sont hyper stressés par ça. Aucune inquiétude, soufflez un bon coup, vous faites juste un virement dans le sens inverse et vous inquiétez pas, vous ne serez jamais embêté d'avoir fait passer, en tout cas, cette dépense-là, si vous la remboursez juste après, parce qu'il n'y aura pas de caractère volontaire. On parle d'une dépense et si le montant est assez faible, il n'y a aucun souci. Et même si le montant est très, très important, si jamais vous le remboursez dans les jours qui viennent, il n'y a aucun souci. Il faut juste vraiment que ça soit une erreur ponctuelle. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, n'ayez crainte. Le but n'est pas vraiment de vous faire peur, c'est juste de vous poser un peu le cadre et que quoi qu'il arrive, si vous avez une inquiétude, et ça je vais insister un petit peu tout au long du webinaire, c'est de vous faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable, parce que justement, moi, les clients, je comprends les personnes qui sont stressées par rapport au cadre légal, parce qu'ils ne savent pas s'ils ont fait les choses bien ou pas. Nous, c'est de les rassurer, de dire, vous inquiétez pas, faites ça comme ça, et vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre, ou alors, voici la démarche à suivre, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc voilà, ça c'est pour vraiment donc, les conditions de fond, les conditions de forme, quel risque vous encourez si jamais vous ne respectez pas ces conditions-là. Quoi qu'il arrive, si vous avez un doute, vous appelez votre comptable, vous demandez si ça peut passer ou pas, et vous inquiétez pas, nous on répond très rapidement à ce genre de questions, on est habitué. Voilà, on a fait donc les deux premières parties. Je vais peut-être faire un petit tour au niveau des questions. Alors, Patrick qui nous demande « Je souhaite installer une batterie solaire chez moi, environ 1500 € TTC, pour stocker le surplus d'énergie installé à mes frais en perso. Dans le cadre des serveurs de sauvegarde de mes clients que j'héberge à domicile, je suis en entreprise individuelle et je suis consultant informatique. » Alors, c'est une très bonne question, Patrick. Installer une batterie solaire chez vous, stocker le surplus d'énergie pour... Si vous avez des serveurs de sauvegarde qui sont très, très gourmands et que vous arrivez justement à le justifier, pourquoi pas? Là, en l'occurrence, on va le voir, ça va peut-être rentrer dans une des catégories de dépenses qu'on va lister, ce serait des dépenses mixtes. C'est-à-dire que la batterie solaire, vous risquez aussi potentiellement peut-être de l'utiliser à titre perso. Donc, pour éviter tout risque fiscal, il faudrait voir pour essayer de faire un mix, de dire qu'il y a une partie perso, une partie pro. À voir. Mais je pense, de toute façon, vous allez voir, c'est toute une question d'interprétation. Hein. Pour la plupart des dépenses, c'est une question d'interprétation et de limiter le risque si jamais il y en a un. Là, en l'occurrence, il pourrait y en avoir un. Et on va le voir aussi par la fin. C'est si vous avez un contrôle, ça va être une question aussi d'arguments. Donc, si vous avez des arguments pour justifier votre dépense, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il faut avoir les bons arguments que vous allez pouvoir avancer pour que le contrôleur dise effectivement, le caractère professionnel est totalement prouvé, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, il pourrait y en avoir une, donc vu que c'est installé chez vous, tout ça, il faut voir s'il n'y a pas peut-être un mix entre les deux à faire. Youssouf qui nous demande quid de la récupération de la TVA sur les voitures de fonction pour gérant URL. La TVA serait désormais récupérable. Comment ça se concrétise? Alors, ouais, c'est un autre sujet, effectivement. Alors, là, ça va vraiment dépendre de plusieurs choses. C'est si vous mettez le véhicule notamment à disposition des salariés. Alors, pour vous, il faudrait que je vérifie parce que le texte est tombé il n'y a pas très longtemps et en plus, ça serait jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait répondre ensemble plutôt à la fin, Youssouf. Je me note en tout cas de répondre à votre question par la suite. Si jamais, je vous contacterai par mail pour vous apporter une réponse un peu plus personnalisée sur le sujet. Parce que là, en l'occurrence, ça sort un petit peu du cadre parce que là, ce serait sur la TVA récupérable. C'est un peu précis par rapport à la voiture du gérant. Je me note. Hop. Au moins, je répondrai à votre question. De base, voilà, je réponds quand même à la question d'un point de vue général. La TVA n'est pas récupérable sur les voitures de fonction, notamment sur si le véhicule est un véhicule de tourisme, c'est-à-dire un véhicule 5 places classique. Si c'est un véhicule utilitaire, c'est-à-dire des types fourgons avec juste 2-3 places devant, là, en l'occurrence, la TVA est récupérable.
sauf pour certaines activités, si vous êtes notamment VTC, taxi, en l'occurrence, votre véhicule est un bien professionnel à 100%. Là, que vous ayez 5 places ou 3 places, peu importe, là, la TVA est récupérable. Là, en fait, Youssouf met le point sur on va dire un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin, une disposition qui parlerait de récupérer la TVA, notamment pour les voitures de fonction. Et c'est une question de mise à disposition auprès des salariés. Donc là, ça demande aussi TVA récupérable, mais ça demande aussi de mettre en place des systèmes d'avantages à nature. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Alors, question très intéressante de Ghislaine. Si la société n'est pas encore créée, à quel nom mettre la facture? Ça, c'est une excellente question qui est souvent posée par les créateurs justement de sociétés. Là, il faudrait mettre société en cours de création. Vous mettez société en cours de création. Si vous n'avez pas trouvé le nom, tant pis, vous le mettez à votre nom, prénom, et vous mettez entre parenthèses société en cours de création. Et ce qui est hyper important, c'est de le mettre dans les statuts. Lorsque vous allez créer votre boîte, vous allez avoir justement un encart dans les statuts. Vous allez pouvoir mettre un article comme quoi la société a eu besoin de telle ou telle dépense qui ont été avancées par notamment tel associé. Et ça, vous mettez le listing des factures qui ont été avancées. Et là, vous avez tous les justificatifs pour vraiment prouver que vous avez bien fait justement les choses dans le bon ordre et de la bonne manière. Autre question de Ghislaine. Combien de temps est valable une facture? Alors, la facture, elle est valable ad vitam, il n'y a pas de date de limite. C'est juste que comme quoi, la facture doit bien passer dans l'année comptable. C'est-à-dire que si vous avez une facture de 2025, elle doit bien passer en 2025. Si vous êtes sur une année civile, je parle des fois, vous avez des clôtures décalées, c'est-à-dire que vous clôturez non pas au 31 décembre, mais vous clôturez par exemple au 31 mars. Du moment que vous la faites passer d'ici la clôture, il n'y a pas de souci, il faut juste donner le justificatif à temps à votre comptable. Après, la seule chose, c'est que vous devez garder impérativement aux factures 10 ans. Ça, c'est une disposition légale. Les factures, vous devez les conserver au moins 10 ans. Voilà, j'ai répondu à une première salle de questions. On va enchaîner sur la suite, sur les différents types de dépenses. Alors, vous avez toutes ces listes de dépenses. Alors, il y a des noms un peu, on va dire, savants. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour cadrer un petit peu les différents types de dépenses. Vous n'avez pas besoin justement de retenir tout ça. Ça va être vraiment de retenir l'intérêt, de comprendre un peu la nuance entre chacune. Déjà, on va commencer par les dépenses somptuaires. Les dépenses somptuaires, je vous ai parlé justement dans les conditions de fond et de forme des dépenses qui sont expressément interdites par la loi. Ben là, on rentre totalement dans ces dépenses-là. Ce sont des dépenses qui sont listées donc, par un article, donc le 39 du CGI, pour ne pas le citer. Dépenses assimilées donc, à du luxe, et avec un caractère qui est totalement différent de celui de l'objet social. Donc là, c'est vraiment très précis. Ce sont des dépenses de chasse et de pêche, location de villas de plaisance et les dépenses de yachts, de bateaux de plaisance. Donc ça, en l'occurrence, ça, c'est interdit par la loi. Et ce, notamment, peu importe l'activité, sauf si, par exemple, les dépenses de pêche, si vous êtes pêcheur et que c'est votre activité principale, bien entendu, vous allez pouvoir faire passer des dépenses de pêche. Je m'entends. Mais pour autant, ce sont des dépenses qui sont très contrôlées, si jamais vous en avez. Et si vous n'avez pas un argument béton, ça, malheureusement, c'est interdit, c'est directement retoqué par l'administration fiscale. Donc ça, il faut faire hyper gaffe. Ça, si vous avez le sujet de location de villa, faites très attention. Rapprochez-vous de votre comptable, il sera vraiment, selon l'argument, l'événement, le contexte, on va dire, vous dire si ça peut passer ou pas passer. Mais en l'occurrence, en règle générale, les yachts, les villas de plaisance, moi, je vous déconseille de faire ça parce que ça sera retoqué quasiment automatiquement. Voilà pour ces premières dépenses. Parlons des dépenses légales, mais fiscalement interdites. Alors là, c'est un peu la nuance, l'administration fiscale qui adore nous mettre des petits bâtons dans les roues pour justement rendre le droit super simple, notamment pour les étudiants en comptabilité, en droit et ceux qui exercent le métier dans ces milieux-là. Ce sont des dépenses qui peuvent passer donc par l'entreprise, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, vous pouvez les faire passer, il n'y a aucun problème. Par contre, ce n'est pas déductible. Au début, je vous parlais justement de dépenses qui font baisser le résultat fiscal. Donc ça, ce sont les dépenses qu'on appelle déductibles. Donc, ce sont des dépenses qui vont passer, qui vont baisser l'assiette fiscale, qui vont diminuer l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Là, en l'occurrence, c'est que ces dépenses vont passer en comptabilité, il n'y a aucun problème. Par contre, elles n'auront aucun impact sur votre résultat fiscal. Donc, vous allez payer, mais malheureusement, vous ne pouvez pas, ça n'aura pas d'impact sur l'imposition, sur les bénéfices ou sur le revenu. Donc, en fait, en gros, le travail du comptable, ça va être d'identifier ces dépenses-là, de les annuler, pour éviter que, justement, ça impacte le résultat fiscal. Là, en l'occurrence, on parle de TVA, d'impôt sur les bénéfices. Donc, bon, après, il y a des trucs un peu logiques, c'est-à-dire que l'impôt sur les bénéfices que vous allez payer ne va pas entraîner
une baisse de votre impôt sur le bénéfice. Ça, c'est une petite logique. Il y a aussi des pénalités, les amendes. En fait, si jamais vous vous faites flasher avec le véhicule de fonction et que c'est la société qui paye, vous allez payer avec la société, bien entendu, l'amende. Malheureusement, par contre, cette dépense-là, nous, on va l'annuler fiscalement, on va dire. On va faire une écriture comptable pour annuler, en fait, cette dépense-là pour éviter qu'elle n'impacte et qu'elle fasse baisser votre impôt sur les bénéfices. Vous voyez, c'est beaucoup de choses en lien avec les taxes et impôts. En fait, les taxes et impôts ne vont pas faire baisser les taxes et impôts. Voilà, c'est un peu la logique derrière tout ça, même s'il y a aussi des exceptions, comme par exemple la CFE, qui est une contribution qui est déductible. Vous avez la taxe foncière qui est déductible, la taxe d'habitation qui est déductible. Voilà, il n'y a pas spécialement de logique, il faut juste retenir que la TVA, l'impôt sur les bénéfices, les pénalités, les amendes et la TVS, c'est taxe véhicule de société, ne sont pas déductibles du résultat fiscal et donc n'entraînent pas donc, de baisse de ce dernier. Ensuite, nous avons les amortissements excédentaires du véhicule. Donc ça, c'est un peu particulier. C'est si vous achetez un véhicule de tourisme avec la société, imaginons qu'il a coûté 30 000, et bien vous ne pourrez pas faire passer 30 000 euros. Les 30 000 euros ne vont pas baisser le résultat de 30 000 euros. Il y a les amortissements déjà, parce qu'on va lisser le montant de la voiture sur plusieurs années en amortissement. Et parmi ces amortissements-là, il n'y aura pas 100% qui vont passer. Et ça va dépendre en fait du degré de pollution qu'émet votre véhicule. Plus votre véhicule va être polluant, moins vous allez pouvoir passer de charges déductibles sur votre société. Ça, c'est un cadre légal pour que en fait, l'État, pour vous faire on va dire grossier, ne veut pas que vous polluez. Donc en gros, ils vont mettre des dispositions restrictives pour vous éviter de vous tourner vers des véhicules polluants. Donc là, en l'occurrence, c'est dire que si vous achetez ce véhicule-là, vous n'allez pas pouvoir amortir tout le coût du véhicule. Donc vous allez payer sans baisser votre résultat fiscal. Voilà, ça c'est juste ça. Et un dernier, c'est une particularité aussi, c'est l'achat d'un terrain. Donc si vous achetez par exemple un appart même ou une maison, peu importe, vous allez acheter, je ne sais pas, 200 000 euros. Et sur ces 200 000 euros, nous, on va identifier en fait une quote-part qu'on va identifier comme le terrain, le foncier. Et ce foncier-là, malheureusement, ça ne crée pas de charge dans la comptabilité. Donc, il faut faire attention. Ne pensez pas que sur 200 000 euros en fait, de biens immobiliers, vous allez pouvoir faire passer 200 000 euros de charge à travers, pareil, le même système des amortissements, qui est le lissement sur plusieurs années de la charge, parce qu'il y a une quote-part qui varie entre 15 et 30% sur le foncier. Et ça dépend en fait d'où est localisé votre bien. Si vous êtes sur, par exemple, je vais vous dire un truc tout bête, mais le foncier est hyper cher à Paris, forcément, il y aura une quote-part qui sera beaucoup plus importante pour le terrain que par rapport à l'appartement. Donc voilà, ça c'est une petite nuance à apporter par rapport à ce cas bien précis. Ensuite, on arrive au niveau des dépenses mixtes. Et là, je vais revenir sur la question que nous a posée Patrick. Effectivement, donc sur la batterie solaire, comme je vous ai dit, il y a des dépenses que justement, il y aura potentiellement un usage à la fois professionnel et à la fois personnel. Donc, vous allez avoir notamment le téléphone, la box Internet, le matériel informatique, les voyages, les logements, les déplacements. En fait, tout ce qui pourrait amener un usage, on va dire, mixte, il faudra bien le notifier en fait, à votre comptable pour dire que justement, je ne sais pas, votre téléphone et votre box Internet, vous l'avez acheté sur la boîte, très bien, je vous conseille, faites-le. Cependant, faites attention, votre téléphone, votre abonnement box Internet, si vous exercez depuis chez vous votre activité, il est possible que cette box, vous allez l'utiliser aussi à titre perso, par exemple, le week-end. Donc là, en l'occurrence, c'est de dire, là, il est tout trouvé, le pourcentage, c'est de dire que 5 jours sur 7 par semaine, c'est utilisé à titre pro, et après, 2 jours sur 7, au week-end, c'est utilisé à titre perso. Donc, on va déterminer en fait un pourcentage, donc 5 sur 7, c'est à peu près 80%, on va dire. Et 80%, on va dire que 80% de la dépense que vous avez fait passer sur la société, pas de souci, ça sera déductible. Par contre, il y aura 20% qu'on va considérer comme personnel et donc on va réintégrer comme une dépense personnelle sous forme de rémunération si vous n'avez pas un compte courant associé assez important ou alors vraiment dans le compte courant associé. C'est-à-dire que si la société vous devez, je ne sais pas, 1 000 euros, on va diminuer cette dette que la société a envers vous en disant qu'elle vous doit un peu moins parce qu'elle vous a avancé le téléphone ou l'abonnement box Internet. Voilà comment ça fonctionne. Pour les voyages, par exemple, j'ai aussi des clients qui partent en voyage justement avec leur famille, mais durant lequel ils vont faire aussi de la prospection. Donc, en l'occurrence, bien entendu, vous allez payer tous les billets d'avion. La partie qui concerne votre famille, ça sera du perso. Donc ça, vous ne faites pas passer par la société.
là, je vous conseille de faire 2 factures quand même, de faire 2 factures. Et après, sur la partie, votre partie à vous, vous en tant que dirigeant, ben là, c'est de faire passer une partie en perso parce que vous allez quand même profiter à titre perso de ce voyage avec votre famille, et après une partie à titre pro pour dire qu'il y a quand même eu un intérêt pour l'entreprise de faire passer cette dépense-là parce que vous avez rencontré des prospects, vous avez même engrangé du chiffre d'affaires possible. Donc voilà, tout est une question d'argument encore une fois. Ensuite, on arrive au niveau des dépenses contrôlées. Donc, les dépenses contrôlées, comme son nom l'indique, ce sont des dépenses que forcément l'administration fiscale va jeter un coup d'œil un peu plus important. Là, on va parler de cadeaux, on va parler de frais de réception avec tout ce qui va être restauration et spectacle et les frais de voyage et de déplacement qu'on vient d'évoquer. Donc, en gros, toutes les dépenses qui vont être liées à ces 3 postes de dépenses, nous, on va devoir faire un tableau de frais généraux, notamment si vous dépassez un certain seuil. C'est-à-dire que si vous dépassez 3 000 € de cadeaux par an, 6 100 € de frais de réception ou 15 000 € de frais de voyage, nous, on va devoir établir, en plus de la liasse fiscale, de faire le bilan, tout ça, de faire un tableau de frais généraux qui sera donc joint avec la liasse fiscale, qui va mentionner en fait le détail de toutes les dépenses. Et ça, ce tableau de frais généraux, une fois qu'il est mentionné dans la liasse fiscale, je ne connais pas tous les rouages de l'administration fiscale, mais je pense qu'à mon avis, dès qu'il y en a un, à mon avis, il doit y avoir en fait une sorte de contrôle automatique de ces dépenses-là et qui pourrait amener un peu plus à l'administration fiscale à regarder de ce côté-là. Quoi qu'il arrive, pour les cadeaux, ce que je vous conseille, les frais de réception ou les frais de déplacement, déjà avoir la facture, comme d'habitude, ça c'est sûr et certain, gardez tout le temps la facture, ça c'est obligatoire, peu importe le type de dépense, et surtout de mentionner à qui vous avez fait le cadeau, à qui vous avez invité au restaurant, dans quel cadre. Et pour les déplacements, ça va vraiment dépendre. Soit vous avez un véhicule personnel, et ça, on va le voir peut-être juste après. Ça va être le système d'indemnité kilométrique. Vous allez devoir justifier les déplacements que vous avez fait à titre pro avec votre véhicule personnel. Et voilà, bon, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au niveau de ces dépenses, si vous en faites, voilà, il faut vraiment que ça soit réglo parce que ce sont les postes qui sont le plus regardés en cas de contrôle fiscal. Voilà, donc il y a toujours un risque plus important sur ces postes de dépenses. Et là, on va parler d'un sujet qui me fait un peu sourire parce que forcément, ce sont des dépenses que les clients essayent de faire passer. Pour autant, c'est hyper important aussi d'être réglo sur ces volets-là parce qu'il y a des contrôles et l'administration fiscale ne rate personne sur ces volets-là. Ce sont des dépenses qu'on pourrait dire à interpréter, même si pour moi, la plupart ne sont pas déductibles et ne doivent pas passer par la société. On va commencer par l'achat de vêtements. J'ai beaucoup de clients aussi qui me demandent, voilà, j'ai un repas d'affaires, je veux m'acheter une belle chemise, est-ce que je peux? Malheureusement, non. Les achats de vêtements, ce sont des dépenses personnelles parce que ces vêtements, vous allez forcément les réutiliser à titre perso. Et puis même, il n'y a pas spécialement d'intérêt professionnel d'acheter des vêtements, quand bien même ça soit un costume, malheureusement. Les seuls achats de vêtements qui sont acceptés par justement l'administration fiscale, ce sont des vêtements propres à l'exercice du métier. Donc la robe d'avocat, justement tout ce qui va être matière, tissu pour, on va dire, tenue pour les chirurgiens. Idem, la blouse pour les chirurgiens, voilà, c'est ça. Et pour les mécaniciens aussi, le bleu de travail, comme on l'appelle, pour justement, ce sont vraiment des vêtements qui sont attitrés à un poste bien spécifique. Il peut y avoir certaines interprétations, on va dire certains cas où les vêtements peuvent passer, notamment si vous êtes mannequin, acteur, je peux comprendre si vous avez des défilés, des choses comme ça, que les vêtements puissent passer, ça me paraît normal. Par contre, dans le reste, on va dire dans le commun des mortels et des entrepreneurs, malheureusement, les achats de vêtements, ça ne passe pas. Idem pour les coiffeurs, sauf certains cas, voilà, mannequin, acteur ou événements vraiment précis, prestigieux, vous avez besoin d'une coiffure bien justement apprêtée pour ce moment-là. Pourquoi pas? Attention à ne pas vraiment en abuser, déjà de 1, et de 2, les événements précis, c'est vraiment gala, quelque chose de médiatisé, je dirais, plutôt qu'un simple repas d'affaires. Voilà, c'est vraiment, je préfère mettre le cadre de dire les choses parce qu'on a des clients qui forcément essaient de, on va dire, pousser un peu le bouchon et qui essaient de dire justement, de trouver des arguments. Mais malheureusement, ça passe très, très peu. Nous, en fait, je vais vous le dire dès le départ, c'est que nous, notre but, c'est pas dire non. Nous, justement, notre but, on n'est pas des contrôleurs fiscaux. On est juste là pour vous accompagner, vous aider justement à prendre les bonnes décisions et qu'il n'y ait pas de risque derrière.
parce que justement, après nous, on atteste des comptes, on dit que c'est fiable, certifié, qu'il n'y aurait aucun souci auprès des impôts. Hein. Grosso modo, c'est un peu ça ce qu'on fait. Hein. Donc, si après, imaginons que vous avez un contrôle et que le contrôleur vous dit, ben non, ça c'est dépense-là, ça passe pas, que vous mangez un contrôle à cause de ça, ben forcément, vous allez revenir vers nous et dire, ben, pourquoi vous avez fait passer cette dépense-là? C'est ce pourquoi, justement, on est là pour essayer de limiter au mieux le risque au niveau des dépenses pour éviter qu'il y ait des contrôles, des retoqués et vous vous retrouvez en fait, avec des difficultés derrière. Les billets de spectacle, alors là, les billets de spectacle, ça va vraiment dépendre à s'interpréter. Il faut vraiment le justifier si jamais vous le faites passer, qu'il y ait vraiment un intérêt derrière, que ce soit un très très gros client ou un très très gros prospect qui peut éventuellement vous ramener justement du gros chiffre d'affaires. En gros, c'est une question d'argumentaire encore, parce que c'est à vous de toute façon d'argumenter auprès de l'administration fiscale et de dire ben, justement ce billet de spectacle, j'ai invité, je ne sais pas, mon plus gros client pour le remercier. Là, en l'occurrence, ça va passer plus sur un système de cadeau. Et là, justement, ça pourrait éventuellement passer. Quoi qu'il arrive, faites attention, demandez à votre comptable, il sera vous aiguiller vers la bonne décision. Et enfin, les abonnements musique et streaming vidéo, pareil, bon, ça, en général, ça ne passe pas, sauf si vous avez un système, je ne sais pas, de salle d'attente, par exemple, où vous avez de la musique à faire passer, pourquoi pas. Quoi qu'il arrive, je pense que ça ne peut pas passer à 100% en pro parce que vous allez forcément l'utiliser à titre perso. Donc, je mettrai un système de dépenses mixte avec un pourcentage pro, un pourcentage perso pour éviter tout risque fiscaux derrière tout ça. Mais sinon, en règle générale, je ne pense pas que ça passe. Streaming vidéo, ça ne passe pas en règle générale auprès de l'administration fiscale. Ça, c'est quasiment certain. Alors, je vais peut-être finir aussi parce qu'on est sur la dernière catégorie, les dépenses déductibles. Donc, en gros, c'est toutes les autres dépenses, autres que celles que je viens de citer, c'est-à-dire celles qui vraiment ne rentrent dans aucune catégorie, qui sont 100% non déductibles parce que justement, elles sont 100% professionnelles, qu'elles respectent bien les conditions de fond et les conditions de forme. Et comme je l'ai dit, on les dit déductibles car elles vont venir se déduire de votre chiffre d'affaires. Donc, vous allez avoir votre chiffre d'affaires que vous allez encaisser ou pas. Hein. De toute façon, votre chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires facturé. On va enlever toutes les charges, donc les charges déductibles, les fameuses dépenses qui sont acceptées par l'administration fiscale pour justement réduire votre fameux résultat fiscal. Et comme je l'ai dit, le résultat fiscal, plus il va être faible, moins vous allez payer d'impôts derrière. Donc voilà, c'est ce pourquoi justement il y a un intérêt de faire passer les fameuses charges. Alors là, on arrive justement à la partie 4. Je vais voir, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont interagi. Alors, Anna Mikou qui nous demande si un déplacement est professionnel, c'est bien 100%. Bien entendu, bien sûr, si vous avez un déplacement qui est 100% professionnel, c'est 100%. On va y venir justement dans les déplacements. Je vais répondre, je pense, à votre question à travers les exemples que je vais citer. L'IA, exemple, un resto, ticket avec TVA, pas de facture au nom de la société. Oui, alors voilà, les restaurants, en général, ils vous donnent une note, ce qu'on appelle une note. Pareil, hein, pas le ticket de CB. Le ticket de CB, ce n'est pas justificatif. Il faut vraiment quand même demander justificatif auprès des restaurateurs. Vous inquiétez pas, ils ont l'habitude. Ils vont vous donner un ticket justement avec la TVA. Et ça suffit amplement pour justifier votre dépense. Alors, Anna, en dessous de ces seuils, nous n'avons pas besoin d'indiquer pour qui est fait la dépense. C'est un peu lourd ce suivi. Alors, je peux comprendre justement que vous n'avez pas besoin. Alors, en fait, il n'y a pas besoin de tenir le tableau de frais généraux. Par contre, si jamais vous avez un contrôle, vous êtes quand même, vous devez être en mesure de pouvoir justifier auprès de l'administration fiscale avec qui vous avez mangé et à qui est destiné le cadeau. Donc, l'avantage, nous, c'est que chez Ça compte pour moi, notre mode de fonctionnement, c'est que vous avez en fait votre relevé bancaire vous avez l'interface Easy. Peut-être qu'il y a des clients parmi nous vous allez utiliser Easy, vous allez avoir vos opérations bancaires qui vont remonter et pour telle dépense, vous allez affecter ça, c'est du cadeau et vous allez dire ce cadeau-là, en 2 mots, c'était pour tel client. Et au moins, vous n'avez pas besoin de le noter autre part parce que vous l'avez noté sur Easy et en cas de contrôle, vous avez juste à revenir sur l'opération bancaire et dire « Ah ben oui, c'est bon, je m'en souviens, c'était avec Monsieur Dupont, on a mangé pour justement telle occasion pour… voilà, c'était un repas d'affaires et que vous savez avec qui vous avez mangé. » Donc là, en l'occurrence, ça sera au moins le minimum, je vous dis, parce que les contrôles fiscaux, vous pouvez l'avoir jusqu'à au minimum 3 ans. 3 ans. Et donc, si moi, personnellement, déjà, j'ai du mal à savoir ce que j'ai fait la semaine dernière. Alors, 3 ans 20, c'est un peu plus compliqué. Donc, savoir avec qui j'ai mangé, pour quelles raisons, c'est pourquoi, en fait, c'est hyper important quand même de le noter. En fait, cette petite, on va dire, rigueur complémentaire que vous allez devoir mettre en place pour justement indiquer ce système-là, c'est ce qui va vous permettre de vous sauver d'un contrôle fiscal si jamais vous en avez un, parce que vous allez pouvoir être en mesure de tout justifier. Dire, voilà, ça c'était avec telle personne, vous pouvez voir, regardez, s'il m'a apporté tant de chiffre d'affaires.
toute façon, le contrôleur fiscal, il va juste vous poser des questions. Et si vous êtes en mesure de répondre à ces questions-là en apportant des preuves, ben, tout simplement, vous êtes gagnant, quoi. C'est un peu on va dire, l'enjeu derrière tout ça. L'IA qui nous demande qu'en est-il des frais de représentation. Alors, les frais de représentation, ben, vous pouvez en avoir plusieurs. Ça, en l'occurrence, il n'y a pas trop de soucis sur les frais de représentation. Il faut faire juste attention, pareil. Il faut mentionner dans quel cadre. Mentionner dans quel cadre ont été faits, on va dire, engager ces frais de représentation. Mais pareil, si vous avez des doutes. En général, quand je dis qu'il y a un doute, c'est que c'est pas bon. Mais il faut quand même en parler auprès de votre comptable. Et votre comptable, il pourra très bien vous éclairer sur le sujet pour les dépenses précisément. Alors, je réponds encore deux, trois questions. Pour les abonnements, Morgane qui nous demande pour les abonnements box Internet. Alors, pour les questions, je veux bien que vous les posez sur l'onglet questions parce que c'est un peu plus compliqué, je ne peux pas l'afficher. Pour les abonnements box Internet et forfait Internet, lorsqu'on exerce à domicile, on peut le facturer en perso et se faire rembourser en partie par l'entreprise. Alors, les forfaits pro sont toujours beaucoup plus coûteux et on ne s'y retrouve pas forcément. Oui, je comprends. Ça, c'est un peu particulier. En l'occurrence, moi, si vous avez votre domicile, que vous exercez à domicile, que vous avez des dépenses de style box avec un forfait personnel et que vous pouvez le refacturer en soi auprès de la société, malheureusement, vous, en tant que particulier, comment le dire, en fait, vous ne pouvez pas facturer en fait, un professionnel. Vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas faire de facture en fait, auprès d'un professionnel. La seule chose, c'est éventuellement d'établir un bail entre vous et la société qui indique donc un loyer et une prise en charge de certaines dépenses, notamment du forfait box. Là, ça sera accepté. Si par contre, vous n'exercez pas à votre domicile, quoi qu'il arrive, les factures doivent être au nom de la boîte. Ça, par contre, ça, c'est primordial. Là, la seule chose pour vous répondre, Morgane, je pense, ça serait d'établir un bail entre vous et la société et de faire ce système-là. Ça sera beaucoup plus safe, on va dire, sécurisé pour vous. Daniel, est-ce que les frais de mutuelle santé peuvent être payés par la société? Alors, c'est une très bonne question, Daniel, mais on va y venir juste après, vous allez voir, parce que ça fait partie justement des dépenses, on va dire, des petites astuces que vous allez pouvoir faire passer à travers la boîte. Et Anna qui nous dit, si on bosse avec Netflix, on se doit pourtant d'avoir un abonnement. Alors oui, ben, totalement. Ça, alors par contre, comme je dis, c'est une question d'interprétation. Si vous êtes dans le monde, on va dire, cinématographique, que vous bossez avec Netflix ou que Netflix est nécessaire justement pour votre activité, ben, l'intérêt de l'entreprise est tout trouvé, donc vous pouvez totalement le faire passer. Ou également pour des compositeurs de musique, que vous faites passer un abonnement Spotify ou Deezer, c'est totalement justifié aussi. Il faut juste pouvoir le justifier. Mais si vous êtes commercial ou quoi, coiffeur, ça pourrait s'entendre pour le streaming musical, pour mettre par exemple de la musique dans le salon, ça oui. Mais voilà, tout doit se justifier. Mais un commercial qui écoute la musique de la voiture juste pour se détendre, malheureusement, ça ne passera pas. Ça, c'est, je vous le dis parce que c'est déjà arrivé et je préfère prévenir. Ensuite, donc les déplacements, repas, télétravail, cadeaux. Donc là, j'ai essayé de venir sur les différentes questions qui ont été posées, parce que je sais que ça concerne souvent ça. Notamment les déplacements, c'est hyper important parce que ça va être un des postes les plus importants, notamment lorsque vous démarrez, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prospectent, qui prennent la voiture, qui vont à droite, à gauche. Et en général, vous avez votre véhicule perso au début. Vous avez votre véhicule perso, pourtant, vous faites des déplacements professionnels avec ce véhicule-là. Donc là, en l'occurrence, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Peut-être que vous connaissez cette notion-là avec la déclaration de revenus personnels. Là, en l'occurrence, ça va être le même système, mais pour dire à votre société, je t'ai prêté, en gros, mon véhicule perso pour faire des déplacements professionnels. Tu me dois de m'indemniser en fait un certain montant, qui est donc selon le barème d'indemnité kilométrique. Donc ça, l'indemnité kilométrique, c'est hyper intéressant. Si vous êtes en société à l'IS ou en entreprise imposé au BNC, bénéfices non commerciaux, vous allez pouvoir faire cette matrice d'indemnité kilométrique. Si vous êtes en entreprise BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire une indemnité kilométrique, ça va être le barème carburant. Et le barème carburant, il n'est pas très intéressant, pour être franc, et comme son nom l'indique, il va rembourser uniquement, indemniser, on va dire, la partie carburant. Pour tout ce qui est de société IS et BNC avec les ICA, c'est plus intéressant parce que ça prend en charge en fait l'usage du véhicule, l'assurance, l'entretien, le carburant, qui fait que l'indemnité kilométrique à peu près est de 50 centimes pour 1 km. Environ, hein, c'est même plus important que ça. Et il faut savoir que même pour les véhicules électriques, donc comme je vous ai dit, il y a toujours la législation, l'État vous permet d'augmenter de 20% cette indemnité kilométrique-là. Donc, si vous avez 1 000 € d'indemnité kilométrique avec un véhicule thermique, sachez qu'avec un véhicule électrique, vous aurez 1 200 € d'indemnité kilométrique.
Voilà, ça c'est pour les déplacements. Indemnité kilométrique hyper important, toujours de le justifier, pareil. Nous, chez 50 pour moi, pareil, on met à disposition des clients, je sais qu'on a des clients parmi les participants, on fournit en fait une matrice où ils vont pouvoir noter tous leurs déplacements. J'ai fait, je sais pas, le 2 septembre, j'ai fait 25 bornes pour aller voir tel client. Ben, ça me fait, par exemple, 13 € d'indemnité kilométrique que je vais pouvoir me rembourser par la suite. Donc tout ça, en fait, ça va vous permettre de créer de la charge, baisser votre imposition fiscale et en plus, ce qui est hyper avantageux, c'est de vous rembourser. Et ça, sans que ça soit une rémunération, parce que c'est juste un remboursement, donc vous n'allez pas payer l'URSSAF, vous n'allez pas payer en plus d'impôt sur le revenu, parce que ce n'est pas une rémunération aussi, c'est juste un remboursement. Donc là, c'est les ICA, c'est vraiment, je trouve, un des moyens les plus avantageux au début pour démarrer, pour créer de la charge, faire passer des dépenses légalement, tout en, bien sûr, le justifiant. Hein. Bien sûr, ne pas gonfler les ICA, ça serait un peu risqué. Donc, faire attention à ça. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, si vous utilisez votre véhicule perso, mais par contre, si vous utilisez un véhicule pro, c'est-à-dire un véhicule de société, ben là, en l'occurrence, c'est tout trouvé. Hein. Vous faites passer des dépenses de carburant via la boîte. Donc là, il n'y a pas de problème. Faire attention, si vous faites les ICA, enfin, si c'est votre véhicule perso, ne faites pas passer les tickets de carburant. Hein. Ça, c'est hyper important. Ne faites pas passer les tickets de carburant parce que c'est interdit, parce que le véhicule n'appartient pas à la société. Le seul moyen de vous indemniser, c'est les ICA. Voilà, prenez ça en compte parce que c'est hyper important. Pour les repas, donc les repas d'affaires, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire passer des repas d'affaires sur la boîte. Hein. C'est accepté totalement par l'administration fiscale. Comme je vous ai dit, il faut juste indiquer l'identité des invités et leur société s'il y en a une, ou alors si c'est un prospect, peu importe. Il faut vraiment mettre un petit peu des informations pour pouvoir justifier, vous souvenir au moins, parce que si vous faites contrôle, dire, ben voilà, tel justificatif, ok, c'est bon, je me souviens, c'est telle personne que j'ai invitée, c'est un client, et au moins vous êtes réglo par rapport à ça. Pour les frais de restauration seuls, attention, c'est-à-dire que si vous devez vous manger tout seul à midi et que vous faites passer ça par la boîte, ça peut être accepté. Attention par contre, les conditions d'exercice, ça ne peut être accepté que si les conditions d'exercice de votre activité ne vous permettent pas de rentrer chez vous. Imaginons que vous avez un planning hyper chargé, vous devez vite acheter un truc sur le pouce, ou commander un Uber Eats, peu importe, vous prenez quelque chose, vous payez avec la carte professionnelle, ça, il n'y a pas de souci. C'est justifié, votre planning complètement peut justifier ça. Ou alors parce que vous habitez trop loin de votre domicile, donc vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous et revenir. Donc là, en l'occurrence, ça va faire perdre trop de temps. Mais pareil, là, vous pouvez justifier une dépense de restauration via ce biais-là. Attention, sur les frais de restauration seuls, la déduction limitée sur la partie du repas qui dépasse 5,45 €, donc c'est-à-dire que de 0 à 5,45 €, malheureusement, ça, c'est pas pris en charge, mais de 5,45 € à 21,10 €, ça, vous pouvez faire passer. Donc, vous pouvez déduire par repas grand max, en fait, 15 €. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Question d'Arnaud, repas d'affaires, quel montant maxi? Alors, il n'y a pas spécialement de montant maximum qui est fixé, c'est toujours une question d'interprétation et de gestion normale, comme je disais au tout début, dans les conditions de fonds. Si le repas d'affaires est démesuré totalement, en l'occurrence, là, ça risque d'être retoqué. Par contre, si vous arrivez à vous faire plaisir un petit peu à vous inviter, forcément, vous n'allez pas aller vous n'allez pas aller au flunch peut-être pour un très gros repas d'affaires, mais vous pouvez faire passer une dépense un peu plus importante. Il ne faut juste pas que le montant total soit répété, que ça soit vraiment... Si vous faites une occasion bien précise, vous l'invitez, je ne sais pas, par exemple, vos salariés, vous invitez vos salariés dans un très bon resto, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire totalement. Oui, Pascal, oui, possible de mettre les questions sur l'onglet questions, oui, parce que je puisse m'y retrouver, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Voilà. Et voilà, ça c'est pour les déplacements, donc repas. Pour logement télétravail, ce qui va être super intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire passer, donc comme je le disais justement, à travers un bail, un pourcentage de son loyer ou de la valeur locative, si jamais vous êtes locataire, propriétaire, pardon, si vous êtes propriétaire, vous ne payez pas de loyer, vous pouvez faire passer un pourcentage de la valeur locative selon la surface que vous utilisez à titre professionnel. Alors là, pareil, encore, je vais rentrer un peu dans le détail et je vois que je m'éternise un petit peu, il va falloir que j'accélère. En gros, si vous avez une surface de 100 mètres carrés, que vous utilisez par exemple un bureau plus un espace de stockage pour votre activité qui font 20 mètres carrés, vous exercez votre activité chez vous, votre établissement principal est bien chez vous et le siège social est bien chez vous, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire passer donc 20%. Donc, du coup, parce que 20 mètres carrés sur 100 mètres carrés, donc ça fait 20%. 20% de votre loyer, imaginons que vous faites 1000 € de loyer, vous avez 1000 € de loyer sur votre bien, bien, vous pouvez faire passer un bail de 200 € par mois
en fait, à votre société, en disant, la société vous doit 200 € par mois à titre de ce loyer. Les conditions, je les ai mises juste en dessous. Établissement principal, c'est social chez vous. Bail de location et des quittances à établir. Donc, il y a quand même des conditions toujours justificatives. Toujours. Ça, c'est hyper important. Et conditions supplémentaires, si c'est locataire, il faut avoir un accord du propriétaire avec un bail mixte et un bail pro à établir. Et j'en ai pas mis, il y a une quatrième condition hyper importante qui a son importance, c'est que vous devez le déclarer. Forcément, vous percevez des loyers, vous allez devoir le déclarer dans votre déclaration de revenus, mais ça reste quand même avantageux si jamais vous avez moins de 15 000 € de revenus fonciers parce que vous avez un abattement de 30%. Donc si, imaginons, vous avez facturé 10 000 € de loyer tout au long de l'année, vous allez être imposé non pas sur 10 000, vous êtes imposé sur 7 000 parce que vous avez un abattement de 30%. Donc ça peut être avantageux, il faut le voir. Ça se réfléchit aussi à travers avec votre comptable. Je ne dis pas que c'est une solution, on va dire, magique, mais ça peut être un petit bonus sympa. Alors, au niveau des cadeaux, c'est accepté si le montant n'est pas excessif. Donc, je vous disais, vous avez la limite des fameux 3 000 € pour les cadeaux. Si vous dépassez ce montant de 3 000 €, vous allez être soumis en fait, à faire un tableau de frais généraux. Et après, vous avez une règle par rapport à chaque cadeau par bénéficiaire et par an. Donc, il faut savoir que vous pouvez faire des cadeaux, il n'y a pas de souci, mais si ça dépasse 73 € TTC par an et par bénéficiaire, la TVA qui est au-delà des 73 €, donc si vous faites un cadeau de 100 € par exemple, entre 100 € et 73 €, vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est une limite qu'a fixée l'administration fiscale. Malheureusement, je n'ai pas d'explication logique à ça. Les cadeaux, voilà, vous pouvez en faire. Il ne faut pas que ça soit démesuré pareil aussi. Il faut que ça soit justifié. Vous n'allez pas faire de cadeaux à n'importe qui. C'est faire des cadeaux, par exemple, à des prospects, à des fournisseurs, enfin voilà, pour remercier, voilà, ça, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Donc, c'est toujours justifié dans l'intérêt de la société, tout ça. Alors, avant de passer au jeu, je vais répondre à la salle de questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, nous avons donc Pascal. Je ne facture pas de loyer à mon domicile, mais par contre, j'ai un appart en SCI dans le sud dans lequel je bosse. Puis-je faire un bail et un loyer? Alors, tout dépend, parce que si vous avez l'appart en SCI dans le sud, est-ce que vous avez le siège social, comme je vous ai dit, dans le sud? Est-ce que vous avez l'établissement principal? Est-ce que vous exercez de l'activité à travers cet appartement en SCI? Tout va dépendre. Si c'est le cas, potentiellement oui. Sinon, ça va être un peu plus compliqué à faire passer. Maxence, pourquoi est-il interdit de faire passer le ticket de carburant sur la société? Quel rapport avec le fait que le véhicule appartient à la société ou pas? Je ne pense pas que ce que vous vouliez dire. Alors, il est interdit de faire passer le ticket de carburant si le véhicule n'appartient pas à la boîte. Parce que, en gros, le carburant se rattache à un véhicule. Si le véhicule n'appartient pas à la société, il n'y a aucun lien avec le fait que vous devez faire passer du carburant. S'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de carburant. La seule chose que vous devez faire passer, comme je vous ai dit, c'est les indemnités kilométriques. Et je vais vous dire une chose, c'est que c'est plus avantageux en règle générale, parce que ça prend en compte une partie du carburant, ça prend en compte l'entretien du véhicule, ça prend en compte pas mal de choses. Donc vous avez tout intérêt, en fait, Maxence, à faire passer les indemnités kilométriques si vous êtes société LIS ou imposé à l'IR BNC, bénéfices non commerciaux. Parce que si vous faites passer des tickets de carburant, en fait, forcément, le carburant, s'il appartient à votre véhicule perso, c'est que vous avez fait passer vous l'avez forcément utilisé à titre perso aussi, le carburant. Donc, c'est hyper compliqué de justifier ça auprès de l'administration fiscale. Malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que de faire les ICA. Alors, Carla, nous sommes 4 associés, nous déjeunons 2 à 3 fois par semaine au restaurant où nous prenons des repas à emporter. S'agit-il bien de frais de restaurant professionnels? Pour moi, oui, dans la simple et bonne mesure que vous êtes entre associés, donc ça, il n'y a pas de souci, ça peut être pour la cohésion du groupe, et puis même, c'est pour être une question de planning très chargée, parce que justement, Anna faisait la réflexion, et je suis totalement d'accord avec vous, c'est qu'en général, en tant qu'entrepreneur, votre planning est hyper chargé, vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, et déjeuner 2 à 3 fois par semaine, oui, si vraiment le montant à la fin n'est pas abusif, pourquoi pas? Ça va s'apprécier aussi par rapport à votre chiffre d'affaires aussi. Si le montant de poste de dépenses de restauration fait les 2/3 de votre chiffre d'affaires, là, ça va poser problème. Par contre, si c'est on va dire un poste mineur et que votre chiffre d'affaires est très important et qui vous amène à manger 2 à 3 fois par semaine au restaurant, pour moi, il n'y a aucun souci. Et ça s'apprécie quand même par rapport à l'ensemble de l'activité.
Patrick, les repas de travail internes à l'entreprise pour des occasions spéciales sont-ils éligibles? Oui, s'il y a un événement précis, par exemple un pot de départ ou je ne sais pas, un anniversaire et que vous souhaitiez faire un repas de travail interne, comme je dis, entre salariés, entre associés, c'est totalement possible, il n'y a aucun souci. Sophie, j'ai un véhicule électrique que j'utilise à la fois à titre professionnel et personnel. Puis-je faire passer l'installation de la borne sur mon entreprise en totalité ou en partie? Et comment déduire les kilowattheures consommés pour la recharge? Alors, pour donc du coup le véhicule électrique, j'imagine que vous l'avez payé à titre perso. Donc ça, en l'occurrence, comme je l'ai dit, ça va être le barème des indemnités kilométriques que vous allez pouvoir faire passer si vous êtes une société à l'IS ou, comme je l'ai dit, IR-BNC. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne va pas être l'énergie. Vous n'allez pas faire passer par la société qu'au même titre que je disais par rapport au carburant. Le véhicule n'appartient pas à la société. Vous n'allez pas pouvoir faire passer des factures d'électricité. Donc, ça, ce n'est pas possible. Vous allez pouvoir vous indemniser uniquement par ce système d'ICA ou le système de barème carburant. Là, en l'occurrence, pour un véhicule électrique, ça revient à peu près à la même chose. Ça ne sera pas hyper intéressant, le barème carburant. Donc, si vous êtes société à l'IS, retenez le barème ICA. Et pour l'installation de la borne, malheureusement, c'est une dépense à minima mixte. À minima mixte, je dis, parce que forcément, le véhicule, vous l'avez acheté de base perso, pour des déplacements aussi perso. Et certes, vous faites des déplacements professionnels avec. Vous pouvez faire passer une petite partie. Mais en tout cas, ça sera au minima, la dépense, elle sera mixte. Ça, c'est quasiment sûr. Quasiment sûr, à voir avec votre comptable pour confirmer, mais moi, à mon sens, ça serait hyper risqué de faire passer. Alors 100%, c'est sûr que ça ne passera pas, ça c'est clair et net. Par contre, une partie, pourquoi pas. Alors, Mandy qui nous demande les dépenses relatives à l'achat de vêtements type vêtements de travail pour un artisan dans le bâtiment. Est-ce autorisé sans problème ou y a-t-il des choses à savoir là-dessus? Alors là, ça va vraiment dépendre si c'est un vêtement type technique, par exemple des gants ou je ne sais pas, des casques, des équipements de sécurité, ça, il n'y a aucun problème. Ou éventuellement un bleu de travail, quelque chose, je ne sais pas, une salopette technique avec des poches pour pouvoir mettre, je ne sais pas, pinceau, marteau, peu importe ça, oui, ça pourrait passer. Pour le reste, ça ne pourra pas passer. Du genre un t-shirt, tout simplement, ça ne pourra pas passer. Ah, j'ai peut-être oublié une chose, c'est que vous pouvez faire passer des dépenses de vêtements aussi. Il y a une condition, c'est si jamais il est floqué. Si vous le floquez au titre de l'entreprise, ça sera considéré non pas comme un achat de vêtements, mais un achat de publicité. Parce que forcément, vous avez floqué au nom d'entreprise. Là, en l'occurrence, ça peut passer sans problème. Donc, si vous avez des vêtements qui vous plaisent et que vous le faites floquer avec la boîte, le nom de la boîte, en soi, pas de souci. Bon, ne le faites pas floquer à l'intérieur de la veste ou bien entendu, il faut que ça soit visible pour que ça soit accepté. Allez, je réponds encore une ou deux questions. Après, de toute manière, ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions à la fin pour que je puisse finir la présentation pour tout le monde. Alors, Sophie, également en cas de shooting photo, vidéo, où il est nécessaire d'acheter maquillage et vêtements. Oui, éventuellement, oui, ça par exemple, si... oui, je vois la première question, effectivement, Sophie. Qu'en est-il des dépenses dites esthétiques? Pressing, achat de vêtements, manucure, lorsqu'on a un but d'être présentable auprès de clients ou de mieux vendre? Oui, ben là, en l'occurrence, c'est hyper compliqué de le faire passer. Parce que je vous ai dit, ce sont des dépenses, je veux dire, on va dire de prestance, en l'occurrence pour des clients, c'est plus des dépenses perso, j'ai envie de dire, parce que même si c'est des vêtements que vous allez utiliser à titre professionnel, l'administration fiscale n'accepte pas du moment où ce n'est pas un vêtement technique. Donc là, ça risque de ne pas passer. Comme je dis, c'est vraiment peut-être sur des galas, des choses vraiment très précises, des événements très précis, ou si par exemple vous faites un shooting photo, vidéo, peut-être, oui, pourquoi pas, là ça pourrait éventuellement passer. À nuancer, il faudrait voir dans le cas bien précis. Là, je ne préfère pas vous répondre 100% oui ou 100% non. Il faut voir vraiment dans votre cas précis. Par ailleurs, qu'en est-il de la déductibilité des frais kilométriques en SARL? Ben, ça, pas de souci, c'est tout, peu importe la forme juridique, donc que vous soyez en SAS, SARL, URL, SASU, c'est exactement la même chose. Tout va dépendre en fait si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, barème, si vous êtes BIC, donc c'est barème du carburant, donc pas très intéressant. Si vous êtes BNC ou IS, là, l'occurrence, ce sera donc du coup la fameuse barème kilométrique. Voilà pour répondre aux questions. Je vais passer à la suite. On va faire un petit jeu très très rapide. Vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de répondre à pas mal de cas qui sont dans le chat. Alors, imaginons que vous achetez un ordinateur pour votre conjoint ou votre conjointe qui ne travaille pas pour l'entreprise et qui n'a donc pas d'intérêt en soi à avoir un ordinateur. Vous faites passer par la société. Selon vous, est-ce que ça va être accepté ou non par l'administration fiscale?
Là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Malheureusement, ça ne pourra pas passer parce que vous achetez un deuxième ordinateur. Vous en avez déjà un à titre professionnel, vous l'avez déjà sur la boîte. Vous en achetez un second, vous faites passer par la société pour votre conjointe qui ne travaille pas dans l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise n'est pas respecté. Malheureusement, ça ne pourra pas passer. Le cas d'un bureau et d'un siège pour travailler de chez soi, et si vous n'avez pas d'autre local, pour moi, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire passer parce qu'il faudra juste justifier que vous travaillez bien depuis chez vous et que vous n'avez pas d'autre local. Donc, vous avez aménagé en fait un bureau avec du matériel chez vous et que de bien justifier que c'est à titre professionnel. Pour moi, là, il n'y a pas de souci. Le fameux cas, je pars en voyage avec ma famille durant lequel j'ai prévu plusieurs rendez-vous avec des prospects. Alors là, c'est ni oui ni non. Comme je vous ai dit, c'est le petit logo de la balance parce qu'il y a à la fois du perso et à la fois du pro. Donc là, il faudra bien distinguer sur les factures la partie pro et la partie perso et de ne financer qu'avec la société la partie pro et de laisser financer à titre perso la partie donc, du coup, qui va concerner votre famille, la partie, on va dire, personnelle. Le fameux K4, je réponds un peu à la question justement de Sophie par rapport aux dépenses, on va dire, esthétiques. Acheter une paire de chaussures uniquement pour un repas d'affaires, malheureusement, ça, je suis quasiment sûr que ça ne passera pas. Ça ne passera pas même, c'est sûr et certain, parce qu'en fait, la paire de chaussures, vous allez l'utiliser dans la vie de tous les jours, et malheureusement, ça ne passera pas. Comme je dis, ça pourrait éventuellement passer sur vraiment un gala, un truc vraiment très, très précis. Mais sinon, ça va avoir du mal en fait, à passer auprès de l'administration fiscale. Je paye un abonnement à la salle de sport pour m'entretenir physiquement et mentalement. Alors là, je vous ai mis que des cas qui m'ont déjà été posés. Et ça, malheureusement, c'est déjà revenu plusieurs fois. Je peux comprendre l'intérêt d'être maintenu physiquement et mentalement, mais malheureusement, ce n'est pas accepté par l'administration fiscale parce qu'il y a aussi une dimension personnelle et la dimension professionnelle n'est pas mesurable. Donc, en soi, ça ne peut pas passer, malheureusement. Voilà pour le petit jeu pro-perso. J'espère que vous avez tout juste. Et là, je vais finir par quelques astuces qui vont vous intéresser. Justement, on va revenir sur donc, des questions qui ont été posées en amont par rapport à la mutuelle. Donc, la mutuelle, effectivement, vous pouvez faire passer la mutuelle sur votre société. Donc, ça, c'est hyper important de pouvoir le faire passer parce que déjà, bon, ça va vous permettre de vous couvrir l'ensemble de vos frais de santé, enfin l'ensemble, une partie en tout cas. Et la mutuelle, ce qui est hyper important, par contre, c'est bien de mettre le contrat de mutuelle au nom de la société. Faites attention, faites-vous accompagner aussi, pareil, vous pouvez passer par un cabinet d'expertise comptable comme le nôtre parce qu'on va vous accompagner aussi sur le choix de la mutuelle, mais surtout aussi sur la mise en place et les contacts avec les organismes de mutuelle pour éviter toute erreur. Et l'avantage, c'est que vous allez faire passer sur la société, ça va vous faire baisser, en plus c'est une charge déductible, ça va baisser votre impôt sur les bénéfices, donc c'est hyper intéressant de faire passer la mutuelle. Autre point, le CESU. Le CESU, c'est donc les chèques emploi-service universel. C'est super intéressant et c'est très méconnu, c'est que vous avez la possibilité de faire passer, d'acheter à travers la société ou pas, hein, parce qu'en plus, j'ai pu discuter avec quelqu'un au sein de Bursaf qui m'a dit que ce n'était pas obligatoire d'acheter les CESU en soi. Quoi qu'il arrive, moi je vous dis plutôt acheter des CESU, des chèques emploi-service universel. Donc ce sont des chèques que vous allez pouvoir utiliser à titre personnel pour payer notamment des frais de ménage à domicile. C'est tout ce qui va être emploi à domicile. Attention, tout ce qui est CESU, vous employez un prof pour votre enfant à ce titre-là, vous le rémunérez en CESU. Enfin, il faut bien vous assurer que le prestataire accepte les CESU, mais ça veut dire que vous allez pouvoir faire passer des dépenses en fait, personnelles à travers la société. Parce que justement, les CESU, vous allez l'utiliser en finalité à titre personnel. Et c'est super intéressant parce que le CESU, vous avez jusqu'à 2500 euros 40 de dépenses que vous allez pouvoir faire passer. Et là, j'ai le montant exact. Et en plus, donc 2540 euros dans la poche pour un coût seulement de 1524 euros. Pourquoi 1524 euros? Parce que vous avez des exonérations, vous allez faire passer ça sur la société. Pareil, c'est une dépense qui va faire baisser l'impôt sur les sociétés. Et en plus, vous avez un crédit d'impôt emploi à domicile que vous pouvez faire passer sur la boîte et c'est hyper intéressant. Donc en fait, vous allez avoir 2500 euros de chèque CESU et en contrepartie, ça n'aura coûté que 1500 euros à la société. Donc en fait, c'est quand même une économie de 1000 euros en fait, sur ce système-là. Pareil, sur sa mise en place, je vous conseille de vous rapprocher d'un comptable qui pourra vous aiguiller sans problème. Et c'est franchement une super dépense que vous pouvez faire passer sur la société. Ensuite, les chèques vacances, pareil. Donc, vous avez des exonérations fiscales et sociales donc sur le CESU et à la fois sur les chèques vacances jusqu'à 540 euros. Donc, ça aussi, par an, 540 euros, vous pouvez acheter les chèques vacances. C'est des dépenses que vous pouvez faire passer
c'est des dépenses aux finalités personnelles, mais que vous pouvez faire passer sur la société. Pareil, chèque vacances, les payer avec la facture au nom de la société et de mettre ça en place, pareil, avec un expert comptable, enfin, un professionnel qui pourra vous accompagner sur cette mise en place. Mais pareil, c'est super intéressant. Par exemple, nous, on a justement des partenaires qu'on a choisis qui permettent, qui sont des leaders du marché pour l'émission de chèques vacances et de chèques CESU. Et ça marche super bien. Donc voilà, c'est quand même une corde à son arc qu'il faudrait avoir, je pense, pour optimiser encore sa rémunération. Alors oui, les chèques vacances, je vous en parle en septembre, que les vacances d'été sont passées. Mais bon, voilà, il n'est jamais trop tard parce que les chèques vacances ont une durée de validité qui est assez importante. Donc ça, vous pouvez le faire passer sans problème. L'épargne salariale, donc ça, je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est tout un sujet qu'on pourrait aborder en webinaire, notamment avec notre cabinet Self Gestion Privée. On a déjà animé des webinaires sur l'épargne salariale. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez la possibilité de maximiser en fait, votre rémunération via ce système d'épargne salariale. En quoi ça consiste? C'est-à-dire, c'est de verser des primes sur des comptes bloqués, donc bloqué jusqu'à 5 ans minimum ou jusqu'à retraite en fonction de ce que vous choisissez. Et vous allez avoir des exonérations en fait, fiscales et sociales sur ces versements-là. Donc, c'est bloqué pendant 5 ans. Et après, au bout de 5 ans, en fait, vous pouvez retirer la somme. Il n'y a pas de fiscalité et il n'y a pas d'URSSAF dessus. La seule chose que vous allez devoir payer, ce sont de la CSG-CRDS à hauteur de 9,7%. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir retirer des sommes au bout de 5 ans, certes, mais qui ont eu le temps de fructifier et dont les plus-values ne sont même pas imposables. Enfin, voilà, c'est tout bénef. Pour moi, l'épargne salariale, je pense que c'est l'un des dispositifs les plus puissants que vous pouvez mettre en place, sachant que vous pouvez mettre en place l'épargne salariale pour vous en tant que dirigeant et même et donc du coup pour vos salariés, mais même si vous n'avez qu'un salarié, ça peut fonctionner. Donc, à prendre en compte. Et en plus, il y a des systèmes d'abondement que vous pouvez mettre en place qui décuplent en fait la puissance de l'épargne salariale. Enfin, c'est génial. Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est un dispositif hyper intéressant. J'ai fait un post justement sur LinkedIn sur le sujet. Je vous mettrai les liens de mes réseaux justement parce que je poste assez régulièrement sur des points précis pour éclaircir notamment des points un peu plus complexes comme celui-là. L'ISICA, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus, donc hyper intéressant. Idem pour la location de son domicile, voilà, ne pas oublier, je pense que c'est vraiment des points que vous pouvez mettre en place assez facilement dès le départ lorsque vous créez votre société ou même après, hein, rien ne vous empêche de le faire plus tard et qui peut drastiquement vous aider à tirer des sommes de votre société en limitant l'impact fiscal et social au total. Autre astuce, bien sûr, et c'est ce pourquoi en fait justement j'insiste sur le mot intelligemment, de faire baisser son impôt intelligemment. Ne faites pas passer des dépenses uniquement pour faire baisser l'impôt. Si la dépense vous la faites passer et que ça n'a pas spécialement d'intérêt à court terme, même à moyen terme ou long terme, ne le faites pas parce qu'en fait ça va impacter votre trésorerie et la trésorerie, il vaut mieux la faire placer en fait sur des contrats de capitalisation, enfin, faire fructifier votre trésorerie plutôt que de dépenser pour économiser 25% d'IS. Enfin, si la dépense a un intérêt, que vous avez besoin de rénover quelque chose, je ne sais pas, vous avez un local, vous devez le rénover, ben faites passer les dépenses avant la fin de l'année pour justement faire baisser l'imposition et parce que vous en avez besoin. Là, en l'occurrence, je vous dis, let's go, faites-le, hein, ça c'est hyper intéressant. Par contre, dans les autres cas, ben, l'intérêt sera plus faible. Enfin, ça se réfléchit. Moi, ben, j'ai beaucoup le débat avec les clients sur la milieu, fin d'année pour savoir éventuellement qu'est-ce que je peux faire passer, qu'est-ce qui est important, est-ce que j'en ai vraiment besoin, on fait le point sur la trésorerie, parce que justement, si c'est pour creuser la trésorerie, vous mettre en difficulté financière, ce n'est pas le but, quoi. Et en plus, bon, voilà, c'est entretenir une relation saine et de confiance avec son comptable. J'insiste beaucoup parce que nous ne sommes pas des contrôleurs fiscaux. J'ai encore des personnes qui pensent qu'on a des intérêts, justement, on balance aux impôts les dépenses qu'il ne faut pas faire passer. Non, pas du tout. Nous, on est vraiment des conseillers. On est là pour des partenaires. Vraiment, moi, j'ai fait ce métier, j'ai fait ces études-là pour justement accompagner mes clients vraiment au quotidien et de les éclairer en tout cas sur leurs droits et sur leurs devoirs. Donc les devoirs, certes, ça sera de respecter le cadre légal, mais aussi sur leurs droits. C'est-à-dire, par exemple, la mutuelle, les chèques CESU, les chèques vacances, des trucs dont vous avez droit, mais que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous faire gagner de l'argent, mais c'est aussi vous informer dessus. Nous, on est là justement pour vous éviter que tout risque fiscaux, que vous ayez des contrôles et que vous faites retoquer sur la moitié de votre bilan. Ce n'est pas le but, parce que déjà, c'est désagréable, les contrôles. Surtout si vous sentez que ça ne va pas en votre sens, et puis même, ça va vous coûter de l'argent. Donc, honnêtement, vous n'avez aucun intérêt
Justement, c'est ce pourquoi vraiment c'est une relation saine et de confiance, parce qu'on est là pour vous aider. Et de plus, nous, on ne surveille pas toutes les dépenses. C'est-à-dire que nous, on va faire notre travail d'établir le bilan, de classifier les dépenses. Mais malheureusement, on ne peut pas tout surveiller. On ne peut pas vérifier les milliers d'opérations que vous allez faire. Et justement, c'est vraiment une relation de confiance entre vous et nous, en disant, ben voilà, vous nous dites que ça, c'est une dépense professionnelle, ben, très bien, pas de souci. Parce que c'est vous, en fait, si vous avez un contrôle du jour au lendemain, qui allez devoir prouver en fait le caractère professionnel et le caractère, enfin les arguments, c'est vous qui allez devoir apporter les arguments au contrôleur, justement pour dire, ben, ça, c'est professionnel parce que, parce que c'est vous qui connaissez vraiment la situation. Nous, on est là pour justement vous épauler dans ces moments-là. Mais si la dépense était totalement personnelle, malheureusement, nous, on ne pourra pas spécialement vous aider, quoi. Parce que là, en l'occurrence, si vous saviez vraiment que la dépense était personnelle, vous avez quand même voulu la faire passer, malheureusement, là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est justement, j'essaie de mettre un point d'honneur dessus parce que c'est pour que tout se passe pour le mieux. Vous allez voir, c'est vraiment hyper complexe. J'en ai conscience parce qu'il y a tellement de types de dépenses différentes que vous pouvez faire passer, ne pas faire passer. Voilà, il faut juste vous dire que s'il y a un doute, au moins demander au comptable, et sinon, ben, dire que c'est personnel, ben voilà, tant pis, c'est personnel, on ne le fait pas passer par la boîte, et puis voilà. Voilà pour ce volet-là. Ben, j'ai fini. J'ai fini, on va répondre aux questions. Avant de répondre aux questions, ben voilà, sachez que chez 50 pour moi, on a vous avez la possibilité de lancer votre entreprise justement à partir de 199 € hors taxe. On a fait une offre en plus en ce moment qui comprend un rendez-vous conseil. Donc ça, c'est hyper important. On crée pas juste on vous donne pas juste des statuts, un cabis, terminé, bonsoir. Non, il y a vraiment un rendez-vous en amont avec un expert qui va vous validez votre structure juridique en fonction de votre situation, qui ne va pas vous donner une solution toute faite en vous disant en fait SAS c'est très bien. Non, on va vraiment étudier, on va vraiment réfléchir avec vous votre projet et dire bah, ça c'est mieux la SAS. Après vous allez pouvoir partir ensuite en SRL au bout de 2-3 ans parce que le chômage va s'arrêter. Enfin, voilà, on va vraiment déterminer ensemble une stratégie. Voilà, conseil sur votre statut social de dirigeant, tout ça. Et on fait toute la partie juridique pour que vous n'ayez rien à faire de l'autre côté. Au moins vous êtes tranquille. Voilà. Et dernier point, justement, j'ai lancé donc du coup une page pour les entrepreneurs, donc du coup qui s'appelle La Rubrique. Vous allez voir juste après. Hop, je passe la slide. Voilà, alors, je suis un peu trop vite. Et voici. Donc, on a lancé une page pour les entrepreneurs, justement, avec plein de réponses à vos questions. Justement, je publie assez régulièrement. Toutes les semaines, je publie sur LinkedIn et sur Instagram. Vous avez les réseaux ici. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. À nous suivre du coup sur ce volet-là. Je vous mets un lien. Vous avez Camille qui a justement vous a mis donc un petit lien pour prendre rendez-vous avec nos équipes si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin avec nous. Donc là, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nos équipes. Et si vous voulez nous suivre, ben voilà, n'hésitez pas. Sur LinkedIn, c'est Geoffrey Daigné. Vous avez le QR code ici, vous pouvez le prendre en photo. Avec grand plaisir, je répondrai à l'ensemble de vos questions, même à titre privé. Donc, n'hésitez pas à même vous poser des questions sur Insta, sur LinkedIn. Là, je vais répondre donc, à l'ensemble des questions que je n'ai pas répondues. J'espère que c'était clair. En tout cas, merci pour votre écoute. Vraiment, c'était un peu plus long. J'ai l'habitude de dépasser un petit peu. Je suis désolé, j'essaie de répondre au maximum de questions. Je vais répondre un petit peu là. Je vais prendre 10 minutes pour répondre aux dernières questions. Et je vais libérer les autres pour aller manger parce que c'est l'heure, il doit faire faim pour la plupart. Merci beaucoup. Ah, le code Insta ne semble pas fonctionner. Hop, je vous envoie de suite le lien. Ne bougez pas. Hop, ajouter. Et voici, vous devez avoir le lien qui va s'afficher. Vous pouvez me suivre. C'est la rubrique des entrepreneurs. Normalement, ça devrait fonctionner. Si jamais vous tapez la rubrique des entrepreneurs sur Instagram, et vous allez me retrouver. Voilà. Alors, au niveau des questions, qu'est-ce que nous avons? Alors, désolé, je retrouve. Hop, les questions, excusez-moi. Alors, nous avons donc une question de Arnaud. Exemple, j'achète du vin par 3 ou 4 cartons, valeur plus ou moins 250 € et cela me permet d'offrir individuellement une bouteille au client, cadeau client. La règle des 73 € s'applique. Oui, alors effectivement, là, c'est une très bonne question. C'est par bénéficiaire.
Donc là, ça va s'entendre par rapport justement, si vous avez acheté un carton de 3 ou 4, un carton de 6 bouteilles par exemple, et que vous achetez que unitairement la bouteille vaut, je ne sais pas, 20 € et que vous l'offrez en fait à un client, ben là, vous pouvez déduire la totalité de la TVA parce que vous allez avoir plusieurs bénéficiaires. Donc en fait, vous allez multiplier en fait à la règle des 73 € selon le nombre de bénéficiaires que vous allez avoir. Donc ça, vous pouvez déduire 100% de la TVA si vous avez, du moment où ça ne dépasse pas 73 € par an et par bénéficiaire. Faites attention si vous avez offert d'autres cadeaux à ce même client dans l'année. Ça aussi, je tiens à préciser parce que c'est pas an, du coup, donc faire bien attention aussi à ça. Yannick qui nous demande qu'en est-il des vêtements pour un salon pro? 3 personnes qui doivent avoir les mêmes tenues, mais qui ne sont pas des uniformes. Là, en l'occurrence, ça va être du vêtement technique, je pense, ou du vêtement avec au moins le logo de la boîte, je pense, peut-être. Pour répondre à votre question, je pense que ça devrait passer sans problème, parce que si c'est un habit qui doit être conforme par rapport à votre identité visuelle de votre salon, je pense que vous parlez peut-être d'un salon de coiffure, peut-être, je ne sais pas, ou un salon pro, peut-être pour un salon d'entrepreneur. Là, en l'occurrence, je pense que vous avez tout intérêt à... Oui, ça, vous pouvez le faire passer, mais dans le doute, quand même, rajouter éventuellement le logo de la société quelque part. Ça peut être toujours plus... en termes de publicité, ça sera mieux, déjà. D'un point de vue d'identité, ça sera mieux aussi. Donc, je pense que ça sera plus... Mais ça peut passer. Ça peut passer sans trop de problème, je pense. Maxence, carburant. Je suis d'accord que je ne peux pas à la fois faire passer des ICA et le carburant, mais il faut quand même préciser le cas où le véhicule est loué, ce qui est mon cas. Effectivement, c'est une très bonne précision. Effectivement, c'est vrai qu'entre tout, je n'ai pas pu préciser. Si le véhicule est loué, la facture de la location sera au nom de la boîte. Donc, en fait, s'il y a une location de véhicule, bien sûr que le carburant peut passer. Là, en l'occurrence, là, oui, vous pouvez ne pas faire passer des ICA parce que là, c'est le véhicule, il est loué. Donc, ce n'est pas votre véhicule perso, mais c'est un véhicule pro en quelque sorte. C'est un véhicule pro qui a été loué. Donc là, vous pouvez faire passer 100% du carburant du moment où les déplacements ont été professionnels sur la durée de la location. Donc ça, oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, vous faites bien de le préciser, Maxence. Patrick, en cas de déplacement professionnel, quelles dépenses sont déductibles? Avion, hôtel, repas, métro, train, visa, taxi. En fait, du moment où c'est professionnel, vous pouvez faire passer la totalité. Si par exemple, je vais vous dire un cas d'un client qui en fait habite en province et qui se doit d'aller à Paris, par exemple, pour des chantiers. Il allait sur des chantiers, il avait besoin donc, de payer l'avion, de payer l'hôtel, le repas, le métro, tout ce qui était train. Du moment où ça rentre en fait dans le cadre de son voyage professionnel, il n'y a aucun souci pour que ça passe par la boîte. Pour moi, il n'y a aucun souci. Idem pour les visas. Si 100% du voyage est professionnel, aucun problème par rapport à ça aussi. Du moment où la facture est toujours au nom de la société, pareil, ça, il n'y a aucun souci. Ghislain qui nous demande si je souhaite aménager un atelier et une salle de répétition dans mon domicile. Puis-je déduire les travaux liés à leur installation? Oui, après, si c'est lié à votre activité, oui, pas de souci. Enfin, là, en l'occurrence, aménager un atelier, une salle de répétition. Si vous n'avez pas d'autre local et que justement le local est au sein de l'entreprise, tout ce qui va être aménagement propre vraiment à l'activité, pas de souci. Attention quand même, toutefois, parce que j'anticipe un petit peu les cas, mais si vous aménagez par exemple un garage, le garage, vous allez stocker peut-être des fois votre voiture personnelle, mais aussi un espace de stockage pour vos marchandises. En l'occurrence, il n'y a pas la totalité du garage rénové qui va pouvoir passer à titre professionnel. Encore une fois, ça va être une dépense mixte. Donc là, il faudra déterminer idem par rapport à la surface, par rapport à du temps passé, selon un pourcentage qui est cohérent pour que ça soit justement bon pour tout le monde. Encore des questions. Là, je vous mets les coordonnées si jamais vous voulez prendre contact avec nous. Vous avez aussi le 05, le standard, l'adresse mail, vous pouvez nous contacter aussi. Sinon, vous avez le lien que justement Camille a mis en avant pour que vous puissiez prendre rendez-vous si jamais. Anna qui nous demande, et pourtant les consultants cabinet ont une enveloppe parfois pour frais vêtements de représentation. Il faudrait voir dans quel cadre, en l'occurrence, les consultants en cabinet. Alors, si le vêtement, comme je l'ai dit, il est floqué, ou si le vêtement il est justement technique, propre à l'exercice du métier, pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'aspect vêtements, style costard, tout ça, ça ne passe pas pour moi. Et ça sera retoqué par l'administration fiscale. Ça, c'est quasiment certain. Alors, cadre 2, si dans le cadre du télétravail, je dirais oui. Alors, peut-être que c'est vrai que là, du coup, j'ai répondu à la moitié de votre question. Est-ce que, Anna, dans le chat, vous pouvez me repréciser la question justement dans le cadre 2 par rapport au télétravail, s'il vous plaît? Merci.
Désolé, hein, j'essaie de faire tout entre le chat et les questions. Les chèques vacances doivent s'appliquer à tous les salariés, n'est-ce pas? Oui, bien entendu, bien sûr. Il ne doit pas y avoir d'exclusion dans la mise en place des chèques vacances. Donc, si vous l'appliquez à vous-même, vous devez l'appliquer à l'ensemble des salariés. Et oui, Valérie, du coup, je réponds en même temps à votre question. Les chèques vacances sont totalement applicables à un gérant non salarié. Mandy, pour l'épargne salariale, c'est uniquement pour les salariés ou également pour les associés, l'entreprise, c'est faisable? Du moment, oui, pour les associés, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez le mettre en place. Enfin, pour les gérants, ça c'est sûr. Pour les associés sans fonction professionnelle dans la société, il faudrait que je me renseigne. C'est peut-être une bonne question. Si vous avez une fonction dirigeante, c'est-à-dire présidente ou directrice générale dans une SASU, ou si vous êtes gérante dans une SARL ou co-gérant, pour moi, là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes associé, tout simplement non dirigeant, là la question peut se poser. Là j'avoue que je n'aurai pas la réponse à la question. C'est possible d'avoir le replay de votre webinaire sur la TVA. Alors, il faudrait que je regarde si je peux vous l'envoyer, Daniel. Sinon, de toute manière, j'en anime régulièrement sur la TVA pour que je puisse. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de vous envoyer ça. Je me le note. Si jamais, quoi qu'il arrive, ce que vous pouvez faire, c'est nous suivre sur les réseaux, quand je dis Instagram ou LinkedIn, ou alors de consulter notre page Livestorm, qui est Livestorm, c'est, je vous le mets là, la page Livestorm, ça compte pour moi, où on met en fait tous nos webinaires qui sont programmés. Donc là, il n'y a pas trop de webinaires sur le mois parce qu'il faut que je les programme. Nous avons la facturation électronique qui va arriver. Donc ça, oui, j'en anime un dès octobre. Hop, je vous mets la page pour vous inscrire si besoin. Au moins, vous pouvez... mais je me note de toute façon le replay TVA. C'est noté. Merci Sophie, merci pour votre retour. Insta ne fonctionne pas avec le lien. Je vais essayer de me sortir parce que là, Instagram. Alors, Instagram, je vous l'enverrai directement. Je pense pour ceux qui le veulent, je vous l'enverrai directement parce que là, en l'occurrence, ça sera plus simple. Il y a bien que je me note aussi de vous l'envoyer. Hop. Sinon, vous tapez la rubrique des entrepreneurs sur Instagram, vous allez me trouver normalement sans trop de soucis. Yannick, non, pas de logo. Pour un salon, je pense que oui, ça pourrait passer si c'est vraiment une tenue qui est vraiment justifiée par le fait que vous l'avez acheté en plusieurs exemplaires, par exemple, et que ça soit uniforme. Vraiment, en l'occurrence, pour un salon, mais je vous conseille vraiment de mettre le logo quand même. Je vous conseille vraiment de le faire pour que ça soit vraiment en lien avec le salon, pour le coup. Consultant stratégie d'entreprise, quand je travaillais en cabinet, j'avais un budget. Alors là, pour le coup, ça doit être des vêtements à destination des salariés, mais pour moi, ça ne passerait pas. Ça ne doit pas passer si c'est des vêtements du style. Ou alors, ils doivent le faire passer sous un autre cadre. Mais en l'occurrence, moi, quand je vous ai dit, vraiment, le texte légal précis, c'est vraiment vêtements autres que techniques, autres que sans logo ou style publicité. Malheureusement, ça ne passe pas. Ou alors, c'est vraiment dans des cas très précis, quand je dis vraiment gala, vraiment représentation peut-être pour un salon, pareil aussi, pour reprendre l'exemple de Yannick, mais sur là, alors c'est donné sous forme de prime, en fait, c'est donné sous forme de prime peut-être, et vous l'avez, c'était alloué pour justement en contrepartie d'une facture de vêtements peut-être, mais c'est particulier pour le coup. Mais pour les dirigeants, en l'occurrence, il y a très peu de cas où ça peut passer. Bonjour Magali, ça fait plaisir de vous voir sur le webinaire. Peut-on faire passer les chèques vacances en tant que président de société non rémunérée en cas de SASU? Pour moi, oui, mais je pense que vous pouvez vous rapprocher justement de votre ancienne collaboratrice au social ou de votre collaborateur actuel comptable qui pourra vous renseigner sur le sujet pour être certain. Là, j'avoue que si vous n'êtes pas rémunéré, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on a des partenaires, vous pouvez le voir justement dans votre outil Easy sur la marketplace, sur lesquels avec qui on travaille. Mais rapprochez-vous de votre comptable, il pourra vous répondre sans problème sur ce sujet-là. Merci Anna. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Alors peut-être qu'il y a des questions dans le chat, mais c'est un peu plus compliqué.
Ah oui, non, Maxence, c'est bon, j'ai répondu à votre question et Magali également. Ben, merci à vous tous pour votre écoute. Voilà, on a un peu dépassé. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions. Je me suis noté pour ceux qui ont des questions en instance, notamment les répètes TVA, le compte Instagram, les questions TVA. Je vous envoie tout ça justement juste après. Je vous souhaite un très bon appétit, une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Magali. Merci Marie, merci Daniel, merci Youssouf, merci Stéphane. Très très bonne journée à vous tous. Merci Stéphanie. Ah, merci Lia, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra vous accompagner encore longtemps. Ça serait avec un très très grand plaisir. Merci à vous tous. Très très bonne journée.